aujourd'hui, on va parler du pouvoir du management collaboratif avec Quentin Deprez, du coup, qui est un intervenant qui nous vient tout droit de Belgique. Et du coup, c'est moi, Nicolas Mamassis, qui m'occuperai d'animer cette petite conférence. Du coup, merci à tous pour votre participation déjà, et on commence sans plus attendre. Je tiens aussi à remercier le Technopôle qui rend possible l'organisation de ces conférences et Biblio, qui est l'organisation avec laquelle on organise ces conférences, donc, enfin pour laquelle on organise ces conférences. Il faut savoir que pour ces conférences, il y a 3 règles principales. Donc premièrement, on n'utilise que du tu entre nous, donc on tutoie l'intervenant, on se tutoie tous entre nous. On évite de juger les personnes qui s'expriment, c'est vraiment super important, parce que sinon on gâche cet esprit de bienveillance qu'il y a dans ces conférences. Et troisièmement, c'est le plaisir, on est là pour passer un bon moment en plus d'apprendre, donc essayez vraiment de respecter ces 3 règles. Pour commencer, on va faire un petit energizer. Du coup, comment est-ce que tu te sens en ce moment? Et du coup, je vous invite à écrire le numéro dans le chat en fonction de votre humeur. Du coup, si vous êtes super heureux, je vous propose d'écrire 1 dans le chat. Si vous êtes un petit peu angoissé ou vous semblez avoir peur, numéro 2. Et vous voyez les images par vous-même. Du 2, du 3, du 6. Qui se sent angoissé? Qui a mis 2 là? Si tu veux parler de ton angoisse. Moi, j'ai mis 2 parce que j'ai une journée qui était folle. J'ai pas arrêté les rendez-vous Teams. Donc, du coup, je sais pas si je vais réussir à survivre à la conférence jusqu'à la fin parce que je suis dans un état second là. On fera en sorte que tout se passe pour le mieux. Ensuite, on a du 6, beaucoup de 6. 6, c'était quoi déjà? 6, c'est des gens qui sont heureux, donc ça me fait plaisir. Et je propose qu'on passe à la slide suivante sans plus attendre. Quelle musique écouterais-tu en ce moment? Donc, vous voyez les différents artistes et même principe, vous votez pour votre artiste que pour l'artiste pour lequel vous voudriez écouter sa musique. Du 5, du 6, du 1. Du Michael Jackson. Jean-Pierre, tu veux nous en parler? Ouais, c'est juste question d'avoir la pêche. Magnifique. Merci beaucoup pour vos votes. Et du coup, je tiens juste à préciser qu'il y aura un panier sirois qui sera tiré au sort lors de cette conférence. Alors soyez bien attentifs et participez lorsque ce sera demandé. Ouais, on reviendra là-dessus plus tard. Du coup, pardon, on reprend tout de suite avec les premières. Pardon, voilà, j'ai désactivé le partage d'écran normalement. Tout bon. Du coup, là, on va commencer par quelques petites questions d'introduction que je vais poser du coup à Quentin. Ensuite, on va poursuivre avec des questions plus pointues sur le sujet. Et ensuite, vous pourrez poursuivre aux alentours de 18 heures avec vos questions et les questions qui ont été posées grâce au sondage au questionnaire, par exemple, grâce au questionnaire d'inscription. Donc, on commence par la première question. Du coup, Quentin, comment est-ce que tu as découvert les types de management collaboratif et quelles sont les principales différences que tu as pu identifier avec le style classique? Merci Nicolas. Alors comment est-ce que j'ai découvert ça? En fait, j'ai fait une école de commerce dans laquelle je suis sorti il y a 12 ans, quelque chose du genre. Et très vite, et même directement, en fait, je me suis retrouvé à travailler à l'étranger, en Inde notamment. Et déjà à comprendre que ce que j'avais venu d'étudier dans mes bouquins ne fonctionnait pas sur la réalité du terrain, et très certainement dans une culture différente. Donc j'ai dû commencer un peu à m'adapter. Et donc, j'avais déjà cette approche d'observer ce qui se passait et de me rendre compte en fait que les belles théories de management dans les bouquins, ça marche pas top. Et donc, mon sens critique a commencé à se développer. Et ce n'est qu'en revenant en Belgique que je suis tombé sur ce qu'on appelle l'intelligence collective,
Alors d'abord dans mon privé ou dans certains camps, notamment des camps Erasmus+ européens, où on était assis en cercle à devoir partager sur comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qui vit en nous, etc. Des questions qu'on ne posait pas dans le monde classique, entre guillemets, qui est plutôt faire et avancer et produire et autres. Et j'ai été assez touché en fait de voir que j'arrivais à rentrer en lien avec d'autres personnes et à co-élaborer des choses en premièrement ne me fatiguant pas la tête, parce que beaucoup de réunions dans le travail de manière classique, ça donne des migraines, et donc j'étais plutôt assez fatigué, et donc me prenait pas la tête, et deuxièmement, ça me nourrissait, j'avais vraiment quelque chose qui vibrait en moi quand j'étais assis en cercle avec d'autres personnes, j'ai l'impression d'être connecté. Et beaucoup de gens en développement personnel disent ouais, tout est un, on est tous interconnectés. Et avant, l'intelligence collective, pour moi, c'était un concept. Et après ça, c'était quelque chose de vécu. Et du coup, je me suis rendu compte, en creusant encore, que c'était pas juste s'asseoir en cercle et passer un objet de parole et passer un bon moment. C'était aussi des modes de gouvernance qui fonctionnent dans pas mal d'entreprises. Et c'est là qu'en 2011, je pense, ça faisait 1 an que j'étais rentré, que via, j'ai rencontré Frédéric Laloux, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a écrit Reinventing Organization. Et là, j'ai eu son bouquin 1 an avant qu'il sorte sous format PDF, entre les mains. Donc à l'époque, je travaillais pour ArcelorMittal, donc grosse boîte, je faisais de la gestion de projet, donc l'opposé de ce que je fais maintenant. Et j'étais en train de lire ce PDF sur mon PC au travail parce que je me faisais chier dans mon travail. Et là, je me suis dit, en fait, ça, c'est la solution. Ce qu'on appelle l'entreprise libérée, entreprise collaborative, management participatif, etc. Il y a une voie à creuser là-dedans. Donc, j'ai commencé à me former et petit à petit en faire mon métier. Donc, c'est vraiment par ennui dans le système classique et par aussi observation de plein de choses qui n'allaient pas et pas trouver de réponse dans ce que j'avais pu étudier ou dans ce que je voyais. Il y a peu de gens qui m'inspiraient comme une voie de sortie pour réenchanter le monde du travail, que je me suis tourné vers ça. Et j'ai bien fait parce que je kiffe. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé du coup à partir dans cette branche du management collaboratif? Quel est ton why, si je peux dire, pourquoi est-ce que tu as choisi ça? Qu'est-ce qui te motive? La première chose, c'est j'ai passé 6 ans, 7 ans, je crois, dans des fonctions classiques, gestion de projet, vente, marketing, développement commercial, etc. Et à chaque fois, bon, je kiffais plus ou moins le boulot que je faisais, mais je n'étais pas toujours dans mes talents, je n'étais pas toujours dans ce que... Et il n'y avait personne vraiment pour me guider et me développer, donc j'étais toujours un peu frustré. Mais surtout, je voyais que dès que je rentrais, comme je disais tantôt, en réunion, je me tournais les pouces, j'avais envie d'être à plein d'endroits sauf là-bas. Les réunions, les moments avec mon manager, c'était plutôt manager son manager, donc essayer un peu de manipuler pour faire voir, pour bien se faire voir et avoir des bonnes évaluations et montrer que ses chiffres sont bons, trouver des excuses et autres. Et c'était jamais vraiment un truc constructif. Et surtout, je voyais, je travaille, mais à côté de ça, quand j'ai fini le boulot et que je me formais à l'intelligence collective, la gouvernance partagée, et que je lançais plein d'initiatives dans le privé, au travail, mon énergie baissait et à côté du travail, mon énergie montait. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tout ce que je fais là, qui est cool et qui est plutôt dans des camps d'été, des trucs un peu à côté, en fait, pourrait, et Laloux ayant démocratisé ça aussi, montrant que voilà, en entreprise, ça se fait et que ça marche plutôt bien, mais j'ai commencé à tester des choses dans les entreprises. Et puis petit à petit, en 2016, je suis passé indépendant complémentaire. Donc en plus de mon boulot, je faisais une journée de temps en temps. Et puis en 2017, là, je me suis dit, fini, là, je passe à temps plein, les gens en ont besoin. Et donc le why, en gros, ce qui me fait lever le matin, entre guillemets, c'est que la plupart des gens, en fait, ont plein de talents, sont vraiment fantastiques et tout ça, mais les sociétés, les structures organisationnelles classiques, étouffe les gens un petit feu, comme ça tue toute créativité, ils s'éteignent et ils vont vers le burn-out, ils vont vers plein de choses. Et je trouve que c'est un peu un gâchis alors pas de ressources comme les ressources humaines, mais de richesses plutôt, comme les richesses humaines. Et donc voilà, ça c'est mon drive qui fait que ramener de la simplicité en fait dans mon entreprise. Parce que je dis souvent à ma compagne, elle me dit parfois, ouais, Quentin, t'es payé à poser des questions toutes simples et ça a l'air tout con ton métier. Et oui, c'est vrai, j'amène de la simplicité et des questions simples qu'on oublie de se poser quand on court dans tous les sens comme une poule sans tête. Voilà un petit peu why. Ok, je trouve que c'est une approche super intéressante. Merci beaucoup.
Et du coup, si tu devais donner des points clés pour faire émerger l'intelligence collective, par exemple au sein d'une entreprise que tu vas visiter ou au sein d'un groupe, ce serait quoi un petit peu tes petits tips? Alors, je commencerai déjà par définir intelligence collective et gouvernance collaborative, management participatif ou entreprise libérée, qui sont tous des concepts. Donc, il y a une grande différence entre l'intelligence collective et ici, on va reprendre la gouvernance collaborative. L'intelligence collective, c'est comme le dit le mot, c'est l'intelligence du collectif. Donc, ça arrivait à un moment donné à avoir cet effet de, et pour ceux qui font de la systémique, c'est écouter la voix du système, et donc c'est à un moment donné être dans un moment c'est presque un peu, je vais dire le mot, mais presque un peu divin ou magique comme ça, où il n'y a pas de solutions qui sont trouvées chez les individus, mais on les met ensemble, on s'écoute et on écoute en profondeur les choses, et à un moment donné, il y a une solution qui apparaît, et on se dit, mais enfin, mais d'où ça vient, c'est fantastique, ça résout les choses. Et ça, c'est l'intelligence collective, c'est arriver à créer ce contexte, ce cadre, où l'intelligence du collectif peut s'exprimer, et où on est plus que 1 plus 1 égale 2, on est 1 plus 1 égale 3, voire beaucoup plus, quand on utilise les outils de la systémique. Et donc, c'est un état d'être, être en intelligence collective. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, beaucoup de gens prétendent faire de l'intelligence collective, alors qu'ils font de l'intelligence collectée. Donc, tout ce qu'on voit qui est très à la mode pour le moment, de faire des hackathons, des trucs avec des post-it, des machins agiles, etc. On a plein de post-it partout. Ben, c'est déjà pas mal. On collecte l'intelligence de chacun, on collecte les avis, mais on n'a pas grand-chose qui... Allez, ce n'est jamais que 1 plus 1 égale 2, voire 2,5, mais le résultat n'est pas très élevé. Et la gouvernance partagée, ou collaborative, management participatif, donc tous ces termes, ce sont plutôt des processus de fonctionnement qui sont pas mal décrits d'ailleurs dans le bouquin de Frédéric Laloux ou dans ce qu'on appelle la sociocratie ou dans l'holacratie. Et donc ce sont des processus qui permettent de structurer une entreprise. Et donc généralement, quand je vais faire émerger, et alors la chose que je belle là-dedans, c'est qu'en utilisant ces processus, par exemple la décision par consentement, où on va faire, quelqu'un vient avec une proposition et on prend une décision en faisant des tours de cercle pour voir si la proposition est claire, puis on l'amende et puis on va voir si on adhère, s'il y a l'adhésion ou pas, et on traite les objections. Ben, cette décision par consentement, le fait de pratiquer tous ces outils permet petit à petit d'instaurer un climat d'intelligence collective. Donc là, les processus permettent d'arriver à un état de créativité, d'intuition du collectif qui est pas mal. Et donc comment activer ça dans une entreprise? Ben, pour moi, ça passe par la parole en cercle. Je crois que c'est la plupart de mon métier. On me demande qu'est-ce que je fais. Ben, je mets les gens en cercle et je fais des tours de parole en leur posant des questions. Et généralement, les premières questions que je pose, c'est très clairement, ben, tiens, qu'est-ce qui fonctionne dans votre boîte? Donc, quelles sont les réussites de votre entreprise? Quels sont les défis dans votre fonctionnement? Et quelles sont les actions que vous pourrez mettre en place pour... Et rien qu'en fait se rendre compte, et parfois les gens travaillent depuis 10 ans ensemble, ils ne sont jamais mis ensemble autour d'une table pour discuter de comment ils fonctionnaient ensemble et quels étaient les besoins et qu'est-ce qu'il y avait besoin de mettre en place. C'est ce qu'on appelle une auto-évaluation du fonctionnement d'une équipe ou d'une organisation. Et donc ça, c'est mon levier numéro 1, c'est de partir de ça pour faire émerger des besoins. Parce que je me suis pris, dans mon cheminement sur les dernières années, je me suis pris pas mal de vestes. Alors c'est peut-être des expressions belges que vous ne comprenez pas, je me suis pris pas mal de cailloux dans mes chaussures, on va dire ça. Et du coup, un truc que j'ai bien appris, que j'ai bien retenu, c'est faire émerger, donc ne pas arriver en mode sauveur, voilà, je vais vous expliquer la vérité, voilà le modèle, voilà le truc, voilà la classique, clac, 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 ça va fonctionner. Ça marche pas trop, parce que les gens rentrent en résistance. Du coup, mon métier, c'est de faire émerger des besoins. Et donc les besoins, ils sont souvent les mêmes. Hein. Les réunions, ça va pas bien, les évaluations sont nulles, on communique pas, les process métiers, on sait pas qui fait quoi, donc les rôles sont pas bien définis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'ambiance est bof, on se juge, il n'y a pas de confiance, il y a des conflits larvés, il y a donc toute une série de besoins. Donc fait émerger ces besoins-là, et puis du coup, alors travailler dessus par petits pas, et puis des moments, enfin, faire une mise au vert ou l'autre, une formation pour venir ajuster. Et donc voilà, ce que je dis en tout cas en préambule, c'est commencer à vouloir changer
la culture d'entreprise, c'est un long chemin. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a dit qu'il fallait changer le truc ou que le patron dit oui, je veux changer, que ça va se passer, parce qu'il y a un long chemin entre ce qu'il veut là et ce qui se passe ici, ce qu'il fait vraiment. Et, il faut plusieurs années parfois pour connecter les deux. Si je réponds pas à tes questions, parce que je vais dans tous les sens, tu me le dis. Non, je trouve ça super. Je trouve que ça répond bien à la question et même plus. Du coup, continue comme ça. En tout cas, pour moi, ça me convient bien. J'espère que pour les participants aussi. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous exprimer. Pardon. Oui, Colm. Ouais, j'avais une petite question par rapport au. T'as dit, beaucoup de personnes pensent faire de l'intelligence collective, mais ils font de l'intelligence collectée. J'aimerais juste avoir un peu une différence pour comprendre ce que c'est l'intelligence collectée. En fait, j'avais jamais tellement entendu ce terme. C'est un terme qui a été, que je reprends de Jacques Fuchs, qui est un Alsacien, qui est un systémicien qui m'a formé dans tout ce qui était intelligence collective. Et donc, en fait, si tu mets des gens dans une équipe classique, si tu observes une réunion de manière classique, le but de l'intelligence collective, c'est d'évoluer ensemble, trouver des nouvelles idées, etc. Les réunions, classiquement, c'est la loi du plus fort, celui qui parle le plus, ou le manager ou autre qui impose ses idées. Il y en a la moitié qui ne parle pas. Et donc, tu as peut-être 10 personnes, mais la somme de 10, ça fait 3, 4, voire moins, si parfois même 1 plus 1 égale 0,5. Quoi. Parce qu'ils ressortent en plus piteux état qu'au départ. L'intelligence collectée, c'est déjà un gros bond en avant pour pas mal d'organisations. C'est pour ça que je dénigre pas un hackathon ou des trucs du genre, mais c'est très technique encore, dans le sens très mental et très... ça n'active pas trop l'intuition des gens. Et c'est vraiment collecté de dire, tiens, ici, s'il y a 10 personnes, je demanderai l'avis de chacun, il y aurait des post-it de tout le monde et ils seraient tous pris en compte. Et donc, il y aurait la somme de vos avis ferait la solution. Et l'intelligence collective, c'est vraiment en systémique, on va appeler ça la voix du système. Et donc, c'est à un moment donné, il y a des informations qui sont palpables, qui sont le fait de nourrir le système, le fait d'être à l'écoute de soi, des autres et d'être dans un état d'être un peu de réceptivité qui nous permet du coup aussi le fait d'être dans un élément tête, cœur, ventre, donc de nos 3 cerveaux, 3 centres d'énergie, on a accès à une forme d'intuition personnelle et puis collective quand chaque individu est dans cet état-là. Et donc c'est un peu plus, voire beaucoup plus en termes de potentialité que l'intelligence collective. Et souvent, il faut passer par l'un, puis par l'autre, et puis donc ça chemine, et c'est ce que j'explique souvent au groupe que j'accompagne, c'est le plus on va faire de tours de cercle et pratiquer certaines intentions. Nicolas nous mettait certains trucs d'être dans la bienveillance, de mettre un cadre dès le départ. Il y a certaines intentions qui permettent de nourrir ça. Par exemple, il y en a une que j'ai jamais citée, qui est parler à partir du cœur et d'écouter à partir du cœur. Donc, c'est baisser un peu le centre de gravité dans la manière dont on s'exprime. C'est vraiment parler plutôt en termes de ressenti, d'histoire personnelle, que d'être dans le débat de faits, d'idées et autres qui est peut-être riche, mais qui permet pas en fait d'accéder à cet autre état d'esprit, au autre état d'être que celui qui a créé le problème. Comme disait Einstein, il faut changer de mode de pensée et potentiellement le mode de pensée, arrêter de penser là, penser avec le cœur ou avec les tripes, ou rééquilibrer en tout cas tout ça pour sortir des ornières dans lesquelles on est pour le moment, individuellement et collectivement. Est-ce que ça répond à ta question? Yes, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Plaisir. Quentin, du coup, on a une question de Antoine, enfin plutôt Antoine qui aurait besoin d'un peu plus d'explications concernant les décisions par consentement. Qu'est-ce que tu entends par là et comment est-ce que ça se passe en pratique? Alors, la décision par consentement, c'est un peu le truc, le mode de prise de décision quand on parle de management participatif, de gouvernance partagée. Et c'est un des principes issus de ce qu'on appelle la sociocratie. Sociocratie qui sont des principes de gestion plus démocratiques dans des organisations en équipe. Et donc la décision par consentement, c'est travailler, prendre des décisions avec le mode de prise, avec le mode du consentement. Donc il y a plusieurs manières de prendre des décisions. Celle qu'on connaît le plus souvent, c'est à la majorité. Alors simple, 2 tiers, qualifié, il y en a plein de majorités. Et parfois dans les entreprises, c'est même la loi du plus fort, celui qui a gueulé le plus l'emporte ou le manager qui l'emporte. Donc ça, c'est les entreprises d'avant, de moins en moins de personnes. En fait, le problème là-dedans, c'est que
la majorité, tu as toujours des contents, des pas contents, tu as des frustrés et autres, donc ça ne fait pas avancer. Parce que oui, peut-être en réunion, mais non, derrière la réunion, donc il n'y a rien qui bouge. Et ça, c'est un des problèmes généralement que je rencontre le plus, c'est les gens qui me disent « Ouais, c'est cool, mais on n'arrive pas à prendre des décisions et quand on en prend, elles ne sont pas mises en œuvre. » Donc le niveau suivant, entre guillemets, c'est le consensus. Le consensus, c'est plutôt que d'avoir la moitié d'accord, l'autre pas d'accord, ou 2 tiers d'accord et 1 tiers de frustré, le consensus, ça va être il faut que tout le monde soit d'accord. Comme ça, on est sûr, avec le consensus, si tout le monde est d'accord, c'est bon, tout le monde va avoir de l'adhésion, ça va bouger, etc. Problème pour ceux qui connaissent un peu la spirale dynamique, on est dans un comportement très vert. J'introduis peut-être beaucoup d'éléments de jargon, je vais rester plus basique. On est dans ce qu'on appelle le consensus, généralement on le traite de consensus mou, parce qu'en fait ça prend des plombs pour avoir tout le monde qui dit oui. Et le but d'une entreprise, c'est de rester agile, c'est d'avancer, c'est de pouvoir répondre à l'environnement qui est de plus en plus complexe et qui bouge dans tous les sens. Et donc, s'il faut vraiment attendre que tout le monde dise oui, entendre tous les arguments de chacun, etc., et trouver le plus petit dénominateur commun, souvent déjà, on baisse la qualité de la décision parce qu'il faut trouver et on prend des plombs. Du coup, on se fait, en tant qu'entreprise qui veut rester un peu compétitive et agile, on se fait bouffer. Et donc, le consensus, c'était tout le monde dit oui. Le consentement, du coup, c'est personne ne dit non, ce qui est une énorme avancée, dans le sens que si personne ne doit dire non, ça veut dire que je peux dire non, je peux dire, ça peut être un bof, donc ça peut être pas un oui plein, mais ça peut être un bof, et le non peut être juste ce qu'on appelle du coup une objection, donc la décision est prise s'il n'y a pas d'objection. Et donc on dit, c'est peut-être pas la meilleure décision, c'est la décision qui permet de faire avancer l'équipe, permet de faire avancer l'organisation. Et dans quel cas est-ce qu'on peut émettre une objection? C'est dans le cas où ça nous met en danger en tant qu'entreprise, ça va contre nos valeurs, contre notre vision, notre mission, donc c'est l'opposé de ce pourquoi on existe, notre raison d'être. Ça c'est une chose, ou si moi en tant que membre d'équipe, la décision qu'on est en train de prendre, par exemple de dire tous les midis, il faut poster sur les réseaux sociaux telle et telle chose. Oui, c'est bien, mais moi, le photographe, moi, je suis le webmaster, le photographe, il m'envoie les photos à 13h tous les jours. Je mets une objection parce que ça m'empêche de faire mon boulot, cette décision qu'on est en train de prendre ici. Donc, il y a une raison valable. Et donc, toutes les raisons non valables, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent dans les organisations, dans les réunions? On retrouve des gens qui se battent, font des débats, des échanges d'idées, essayent d'argumenter plein de choses et on est dans chacun avec sa petite préférence et essaie de tirer de la couette de son côté. Là, non, on laisse la couette bien au milieu et on essaie de trouver un truc qui nous permette d'avancer sans chercher à faire le mieux, le plus beau, le plus top ou autre. Et donc, on est beaucoup plus agile. Et donc, le processus en lui-même est un processus qui part toujours d'une proposition. Donc, le but dans les réunions, c'est pas de commencer à travailler à 10, à 15 en équipe parce que sinon on se perd, ça va dans tous les sens. 1, 2, 3 personnes vont faire des propositions et c'est la proposition qui va être bonifiée pour à un moment donné recueillir l'adhésion. Donc, une fois qu'une proposition est faite, tu as d'abord un tour de clarification. Est-ce que c'est bien clair ce que j'ai dit et est-ce que j'ai bien compris ce que la personne a dit, parce que souvent déjà les gens ne se comprennent pas, ont pas mal compris, du coup partent dans tous les sens pour une fine se dire en fait j'avais compris ça et c'était ça. Donc une fois que c'est clair, le deuxième tour de parole c'est est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce que je pense de cette proposition, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais rajouter, qu'est-ce que je ressens quand je vois cette proposition là. Donc là on vient bonifier, nourrir la proposition et on vient l'enrichir potentiellement. Donc le porteur de proposition va avoir 3 choix. Garder sa proposition, changer sa proposition avec ce qu'il a entendu, ou alors retirer sa proposition parce qu'il entend en fait que c'est pas du tout ça dont l'équipe a besoin et il la retire et puis c'est bon. Une fois qu'il l'a bonifié, gardé ou retiré, il y a un dernier tour d'adhésion où là on voit c'est là qu'on utilise, il y a parfois qui sourit en entreprise, qui a l'impression de retourner à l'école, mais c'est assez utile, on utilise les pouces vers le haut. La décision qu'on est en train de prendre fait avancer l'équipe et donc j'adhère à ça. Pouce au milieu, c'est pas, si j'étais personnellement, je vais prendre la décision, c'est peut-être pas aussi, c'est là que je prendrais, mais il n'y a pas d'objection qui nous empêche d'avancer. Et ça, il y a une objection qui nous empêche d'avancer, donc problème de valeur, problème de sécurité, problème de rôle. Et donc là, argumentation, si l'argument est valable, l'objection est maintenue, donc on doit trouver une solution.
S'il n'est pas valable, l'objection est tournée en adhésion et donc la décision est prise. Ce qui permet parfois de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Alors c'est un entraînement, au début ça peut paraître fastidieux, faire des tours de parole, des machins bidules, mais une fois que l'équipe monte en maturité et s'est entraînée, ça va beaucoup plus vite. Voilà pour la décision par consentement, de manière assez brève. Merci beaucoup pour cette réponse. Et moi, je trouvais ça super détaillé, du coup, merci. Je tiens juste à rebondir sur l'intelligence collectée. Tu dis que beaucoup font de l'intelligence collectée alors qui pensent faire de l'intelligence collective, mais du coup, comment est-ce que pour ces personnes qui pensent faire de l'intelligence collective, tu les fais se rendre compte qu'elles font de l'intelligence collectée et comment tu les fais passer de l'intelligence collectée à l'intelligence collective? Je ne sais pas si ma question est claire. Ouais. Alors, comment leur faire se rendre compte Alors, je vais jamais leur dire de but en blanc, bon les gars, vous faites de l'intelligence collectée, c'est nul, et voilà. Le problème de beaucoup d'entreprises et de beaucoup d'équipes que j'accompagne, c'est que ils sont pris dans une sorte de rat race, ça va dans tous les sens, ça court partout, et le temps est toujours un facteur. On n'a pas le temps d'aller vite, et puis au final, on entretient le problème, il devient de plus en plus grand, et ça va pas mieux. Donc là, une condition presque nécessaire et ultra nécessaire pour l'intelligence collective, c'est de ralentir et d'avoir une temporalité où on respire, donc des manières d'arriver vers plus de ça, c'est par exemple, je fais maintenant, en début de chaque réunion, je fais 3 minutes de cohérence cardiaque avec le collectif que j'accompagne. Ce qui permet de les apaiser, diminuer stress et ego, qui sont les deux gros facteurs qui sont des freins à la collaboration, et de synchroniser les gens entre eux aussi, parce que ce qui est intéressant avec la cohérence cardiaque, c'est que les neurones miroirs se synchronisent, et donc ça permet d'être plus alignés et d'aller dans la même direction. Parce que l'intelligence collective, une autre définition, c'est la capacité d'un collectif à aller dans la même direction et faire émerger des choses que seuls les individus n'auraient pas pu faire émerger, parce qu'il y a cette force du collectif. Donc ça, c'est un premier ingrédient, c'est de faire ralentir le tempo et vraiment d'être plus dans l'écoute que dans le parler. Et donc vraiment d'essayer de ressentir ce qui est dit plutôt que de l'analyser, donc plutôt d'être dans une écoute pour comprendre l'autre et ressentir l'autre plutôt que et même aller au-delà des mots en fait. Et donc alors après ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on parle d'intelligence collective même de 3e et puis de 4e génération. Donc là où on utilise le systémique, donc on va utiliser par exemple pour prendre des décisions, on va sentir tiens dans l'ambiance là, elle est plutôt détendue quand je dis ça, et elle reste détendue, c'est que la décision est bonne. Si ça se crispe, c'est que c'est pas bon. Donc on utilise des choses plus subtiles aussi pour prendre des décisions ou pour émerger des propositions. Donc le temps, la temporalité, le fait de ralentir est ultra important. Le fait de cette parole en cercle et j'aime bien, parfois je vois, pour augmenter un peu le tempo ou autre, je romps le cercle et je passe plutôt en mode brainstorming classique, et je vois en fait que tout de suite les gens retournent dans leur tête et retournent dans leur habitude, et donc c'est vraiment un tempo plus lent qui est une première condition. Le fait de se reconnecter à soi aussi, donc de réactiver tête, cœur, ventre. Qu'est-ce qui pourrait d'autre faire changer la donne? Le fait de parler en jeu et surtout de partager des vécus, des histoires. Donc il y a une pratique que j'aime beaucoup qui s'appelle The Way of Counsel et qui invite exclusivement à des partages d'histoires. Donc si on devait parler d'intelligence collective et autres, plutôt que ce soir par exemple, plutôt que d'expliquer les process et tout ça, je raconterais ça sous forme d'histoire, sous forme de tiens, j'avais vécu ça et à un moment donné, il s'est passé ça. Et le fait de raconter des histoires, en fait, plonge les gens directement dans un émotionnel, parce que les gens visualisent l'histoire aussi, sont dedans, ont des images, ont des mots, ont des trucs, donc on a accès, en fait, en écoutant la personne, on a accès à beaucoup plus d'informations que bêtement, j'ai lu dans tel bouquin ça, et telle théorie dit ça de manière plus stérile. Donc le partage d'histoire, qui est d'ailleurs la manière dont l'information se transmet de
depuis la nuit des temps, se transmet sous forme de mythes, d'histoires. Les gens se racontent des histoires autour du feu le soir pour savoir où aller chasser la saison suivante, ou que faire, partir en guerre, pas en guerre. Donc tout c'est toujours passé sous forme d'histoire. Et donc ça, c'est une bonne manière aussi de faire ça. Puis plein d'autres techniques issues de la systémique qui peuvent stimuler ça. Mais voilà. Donc c'est aussi du coup un langage à adapter. Par exemple, au lieu de dire qu'est-ce que tu en penses, c'est plutôt qu'est-ce que vous ressentez. Donc, essayer directement d'avoir un langage plutôt ressenti, émotionnel, et qui fait d'ailleurs plus, qui ramène plus l'intelligence émotionnelle que le langage cognitif dont on a l'habitude. Voilà quelques ingrédients, certainement d'autres qui me viendront. Yes, super. Merci beaucoup, Quentin, pour cette réponse également. Je propose qu'on revienne un petit peu sur le sujet de base qui était le management collaboratif. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est un système qui est idéal pour toutes les entreprises? Et sinon, c'est quoi un petit peu les limites de ce modèle? Alors, très bonne question. Est-ce que je pense que c'est... Alors non, pas pour toutes les entreprises, clairement pas. Il y a certaines boîtes qui n'ont pas du tout envie. Alors le patron a peut-être potentiellement envie, mais on voit derrière que c'est pour des raisons de faire plus de pognon ou de faire... mais pur ça. Donc, parce qu'évidemment, comme on dit toujours, il faut du profit pour vivre, mais on ne vit pas pour faire du profit. Donc oui, tout ça in fine est nécessaire, aller faire de l'argent nécessaire, mais souvent en checkant les motivations profondes du patron, si elles ne sont pas les bonnes, ça ne sert pas à grand chose d'entamer le chemin, parce que ça ne va ni lui servir lui, parce qu'il ne va pas être content, il va freiner, il va faire demi-tour, et surtout qu'une fois qu'on ouvre les vannes avec un collectif, donc à un moment donné qu'on crée un cadre de confiance où les gens se sentent bien et du coup déposent ce qu'ils ont parfois accumulé depuis 15-20 ans, et qu'il y a ce cadre où voilà, on peut sortir les frustrations pour pouvoir reconstruire autre chose. Si les vannes sont ouvertes, c'est très 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 difficile de les refermer après. Donc si on leur dit au début, ben ouais, allez-y, on va se transformer, ça va être un chemin petit à petit, ça va pas être peut-être tout rose toujours et tous les jours, et ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc on est parti sur un long cheminement. Mais si on fait marche arrière derrière, ça va être le bordel. Et donc certaines boîtes, si je reprends la spirale dynamique, il y a un modèle qui permet de catégoriser un peu dans quel système de fonctionnement se situe l'entreprise et comment en fait sont ses réponses à l'environnement. Et donc dans notre modèle, dans notre monde moderne, on retrouve des boîtes en bleu qui sont très hiérarchisées, très codifiées, très carrées, avec ils adorent les règles et tout ça. Mettre du participatif, collaboratif en pleine... aller mettre tout le paquet, entre guillemets, et y aller tout de suite, c'est donner trop de liberté presque en un coup, et les gens vont être perdus. Et donc même, on dit par exemple qu'au sein d'une boîte, parfois, le département compta, par exemple, ça sert à rien d'aller lui mettre 1 million de choses et des couleurs partout, des post-it, des trucs, et leur offrir plein de trucs créatifs. Eux, ce qu'ils aiment bien, c'est la sécurité, avoir leur input, leur output, et gérer leur programme, et that's it. Donc ça ne sert à rien de bouger toute l'entreprise non plus. Par contre, un département plus créatif, de marketing, de vente, tout département plus de production, etc., où il faut innover, là, on peut avancer un peu plus. Donc même au sein d'une boîte, tout le monde n'avance pas à la même... et ne doit pas avancer à la même vitesse. Et quels seraient d'autres facteurs qui feraient que ne faudrait pas y aller? Les boîtes en orange, donc le niveau d'évolution après le bleu, on est dans la pure compétitivité, maximiser le profit, la compétition entre nous, la méritocratie, donc plein de valeurs qui font avancer les choses par rapport au niveau d'avant le bleu. Mais de nouveau, si c'est faire ça pour être encore plus prédateur, entre guillemets, généralement les gens se plantent. Et quand il y a la mauvaise intention derrière, l'outil peut fonctionner, mais va rester stérile et ne va pas le donner ce que ça peut donner quand il y a une belle intention derrière et qu'il y a une vraie volonté de cheminer. Et puis tu as les boîtes en verre qui sont au niveau d'après. Le verre est plutôt en plus avec des attributs famille, empowerment, prendre soin les uns des autres, etc. Et là, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont là-dedans, mais qui s'empêtrent là. Ah, mais mon chat qui vient de dire bonjour. Qui s'empêtrent là-dedans. Et là, l'idée, c'est ça fonctionne plutôt bien.
Sauf que ces entreprises doivent sortir de la logique. Généralement, elles ont refusé toute forme de leadership, toute forme de management. Tout le monde est égal et c'est là qu'on leur font beaucoup de consensus. Et donc là, il faut leur réapprendre à dire non, un management sain, c'est un bon management, donc un leadership et quelqu'un qui gère, qui peut trancher, qui n'est pas le chef au sens ancien du terme, mais qui est vraiment un directeur qui insuffle une direction, c'est nécessaire et c'est même impératif dans les équipes. Donc, sinon, c'est l'anarchie. Et c'est là que beaucoup de personnes se disent l'entreprise libérée ou l'intelligence collective, en fait, ça va être plus chill et tout ça. Mais en fait, je le voyais encore ce matin dans un restaurant que j'accompagne, ça demande beaucoup de rigueur pour que chacun puisse être bien à sa place et dans ses talents et se développer et que l'intelligence collective puisse être là, ça demande de la rigueur. Et la première rigueur à avoir, c'est bien planifier son agenda et bien se ménager des temps pour être un peu hors du temps et pouvoir s'écouter profondément plutôt que toujours dans la course à produire plus et aller plus vite. Donc, j'espère avoir répondu plus ou moins. Je vois qu'il y a des choses dans le chat, si jamais tu peux me reposer. Ouais, merci beaucoup, ça a super bien répondu à la question et j'ai trouvé très inspirant. Il y avait juste Blaise qui avait une main levée, donc sûrement une question, je t'invite à prendre la parole. Avec plaisir, merci pour ce témoignage, ce partage d'expérience. Un petit peu dans la même réflexion que la question précédente, je me posais la question et je voulais te poser la question d'une période de crise et de la gestion de la crise. Est-ce que tu penses que c'est un des facteurs qui pourrait faire que c'est plus ou moins intéressant d'avoir un management participatif, notamment maintenant, voilà, ça fait 1 année et demie qu'on vit avec le Covid. Qu'est-ce que tu as pu apprécier comme modification par rapport à ce style de management dans une période de crise? Écoute, merci Blaise. Déjà, je trouve ça, pour moi en tout cas, cette crise est géniale. Bon, à part le fait que pendant 3 mois, j'étais sans boulot, est-ce que tout le monde se posait la question, est-ce que je mets mes employés au chômage ou si je ferme ma boîte ou pas. C'était le bordel pendant les 3 premiers mois. Et puis tout le monde a dû passer en télétravail, donc j'ai un peu accompagné ça et recréé du sens quand on est à la maison. Mais en fait, les gens, la crise est une opportunité pour en tout cas transformer les organisations parce que la plupart des collaborateurs que je revois maintenant ne veulent plus retourner à la situation d'avant. S'ils ont été chez eux, ils ont trouvé un autre rythme, ils ont trouvé et ils se sont rendus compte parfois de l'ineptie dans laquelle ils étaient, de subir des formes de management très directif, très autoritaire ou très avec peu de sens en fait, où ils faisaient des choses mais sans trop savoir pourquoi. Et donc le fait d'avoir été au jardin plus ou d'avoir été avec ses enfants, voilà, d'avoir changé de rythme en fait, parce que c'est souvent là où j'ai le plus d'énergie à mettre, c'est forcer les gens à changer de rythme dans les accompagnements. Donc là, de facto, ils ont été forcés de changer de rythme. Et donc ça, c'est cool, parce que oui, plus rien ne sera jamais comme avant. Après, donc, les entreprises maintenant, la plupart des demandes que je reçois, c'est comment est-ce qu'on crée un peu cette synthèse en fait de l'ancien, où on était tous en présentiel avec un peu de télétravail et ce télétravail qui était forcé. Alors ce qui est bien, c'est qu'il était assez long pour que maintenant les patrons, la plupart en tout cas, aient confiance et vu que en fait les gens travaillaient et même travaillaient plus que quand ils étaient au bureau. Donc là, il y a un excès aussi à éviter pour le moment, c'est que tout le monde en fait travaille et n'ont plus l'impression en fait de plus que faire que travailler et ne plus avoir tant de pause et plus avoir parce que les temps de trajet il n'y a plus, donc on est non-stop et il va falloir retrouver une forme d'équilibre. Alors je reviens à ta question, tu peux me la préciser avec ce que j'ai dit parce que là je me suis un peu perdu dans ma tête. Avec plaisir. La question c'est de savoir si en temps de crise ce modèle est plus ou moins plus applicable ou moins applicable. Yes. Alors, il est plus facilement implémentable, clairement, parce que les gens ont eu assez mal et donc maintenant sont prêts à investir du temps, de l'argent, de l'énergie à mettre ça en place parce que c'est des trajets dépendants où on est dans la spirale de la volonté, de l'agilité, du management, de l'organisation. Ça prend quand même pas mal de temps à implémenter. Et généralement, je dis 2-3 ans minimum pour un changement culturel. Je n'y suis pas tous les jours, évidemment, mais donc ça, oui, c'est facilité et il y a tellement de besoins en fait et plein de portes d'entrée en fait qui sont potentiellement là, le télétravail, l'absentéisme, la perte de sens, tout ça, que c'est toutes des portes d'entrée pour aller revisiter un peu
Et donc oui, les entreprises qui ont, donc pour l'implémenter en temps de crise, c'est plus simple, selon moi. Et les entreprises qui ont implémenté ça, pour moi, ont mieux réagi à la crise. Déjà avaient une forme d'agilité au niveau digital et donc ont pu plus facilement se faire confiance chez les uns les autres. Ils avaient déjà mis en place des outils collaboratifs comme Teams, comme Slack, comme tout ce qui existe là maintenant. Ils avaient déjà mis en place des supports digitaux, des réunions de synchronisation entre équipes, du coup, qui faisaient que les employés en fait n'étaient pas laissés seuls chez eux pendant 6 mois à la maison, et donc avait du sens. Ils avaient déjà cette logique de prévoir des temps dans leur fonctionnement pour réfléchir à comment ils fonctionnent justement. Et donc quand il y a des grosses crises comme ça où du jour au lendemain tout le monde à la maison, plutôt que de continuer tête baissée comme si c'était de rien n'était, prendre le temps de se poser la question, ok, de quoi est-ce qu'on a besoin maintenant pour bien fonctionner. Donc oui. Alors celle qui était au tout début de chemin, parce que passer d'un ordre établi qui est en train de se déliter, ça nécessite d'amener un peu plus de chaos avant de retrouver un nouvel ordre. Il faut un peu secouer le cocotier au début et secouer un peu la boule avec la petite neige. Là. Donc il y a plein de paillettes partout on n'y voit plus grand-chose. Et donc pour certaines qui venaient commencer le chemin, c'était un peu plus compliqué. Parce que du coup, le dirigeant, parce que souvent c'est le dirigeant qui est un peu le frein, parce qu'il a besoin de se rassurer, et surtout les dirigeants qui ont mis de l'argent dans la boîte, donc ils sont propriétaires de leur boîte, c'est leur bébé et c'est peut-être parfois l'économie d'une vie dedans. Et donc la crise arrive et s'ils viennent de commencer le chemin, ils n'ont pas encore 100% confiance. Dans leur tête, ils se disent oui, ça serait chouette que j'ai confiance et que je délègue et que ça se passe bien, mais en fait, ça n'a pas encore été assez loin. Et assez loin, ça prend parfois 1 an, 2 ans avant d'y arriver vraiment d'ancrer ça. Et du coup, ils reviennent à l'ancienne et ils reprennent la main et du coup, là, les collaborateurs ne comprennent plus trop, quoi. Parce qu'on leur dit d'un côté, 1 mois avant, ouais, bon, c'est bon, allez-y, gérez-vous, autogérez-vous, etc. Puis de l'autre côté, je reprends la main. Alors ça me permet de dire aussi, en temps de crise, j'ai eu plusieurs patrons qui m'ont appelé, qui disent Quentin, qu'est-ce que je fais? J'ai dit là, vous pouvez reprendre aussi la main de manière autocratique. Donc quand le bateau va mal, quand le bateau va bien, tout va bien, etc. Chacun a son poste, chacun gère la voile, le truc, etc. Le capitaine, il garde le cap. Si ça va mal, c'est la méga tempête, à un moment donné, il faut se mettre un peu en mode martial soldat, recevoir des ordres et autres, il en va de notre survie. Donc c'est ok de revenir à un mode de management beaucoup plus directif pour survivre. Après ça, c'est toujours utile de penser à redistribuer le pouvoir par la suite. Et ça, c'est encore une des dérives post-crise, c'est de ok, maintenant tu peux lâcher, ça se restabilise et seul tu vas de toute façon pas tenir longtemps, donc tu as intérêt à lâcher parce que les solutions, elles viennent de tes collaborateurs et de toi évidemment, mais c'est ensemble que vous allez traverser ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, mais alors si je peux rebondir sur le dernier point où tu dis qu'il y a des moments où il faut revenir sur un management beaucoup plus martial, hein, comme tu dis, il y a quand même une question d'urgence qui fait qu'un modèle précédent fonctionne mieux sur certains cas d'urgence. Tout à fait. On le voit, par exemple, l'armée, par exemple, un modèle hyper martial, hyper avec des ordres, des sergents, des machins, des bidules, mais sur un champ de bataille, si tout le monde commence à s'asseoir en cercle, à fumer le calumet de la paix, à se dire tiens, qu'est-ce que je sens dans mon cœur, je ressens peut-être que j'aurais tué l'ennemi, on s'est déjà pris 3 balles et c'est foutu. Donc oui, il faut, dans certains moments, dans certains trucs d'urgence, faut pouvoir. Et souvent, en fait, il y a ce truc qui est très lié à dans une époque où on parle beaucoup de développement personnel, où presque le pouvoir ou autres sont devenus des mots un peu tabous. Et du coup, les gens passent d'un extrême de OK, j'étais patron directif et autres, maintenant je veux être bien vu par la société et autres, et donc je vais déléguer mon pouvoir. Et grosse erreur qui est faite à chaque fois, et dans 99% des cas, je peux dire 99 ici, c'est bien. Dans 99% des cas, les gens se passent de je tenais les rênes à je délègue tout. Et en fait, ils oublient les étapes intermédiaires de je tiens la main encore et je fais avec la personne. Puis petit à petit, je lâche la main, je vois, et puis elle s'autonomise. Et puis elle ne doit plus m'informer et elle fait de son côté et ça va bien. Et passer de l'extrême à l'autre, ça ne fonctionne pas. D'où le chemin et d'où voilà, et puis, c'est plus facile de lâcher quand on voit son collaborateur pas loin que quand il est en télétravail. Et donc, beaucoup de réflexes reviennent. Alors, quand l'environnement change, les réflexes reviennent. Et ça doit pouvoir s'accompagner aussi. Merci beaucoup. Un plaisir.
Du coup, je propose de passer aux questions du public et des participants. Donc, si vous avez quelconque question, levez la main et je vous donnerai. Ou non, levez la main et prenez la parole. Non, je vous donnerai la parole, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit problème micro. Et du coup, s'il n'y a pas de questions tout de suite, je peux reprendre les questions que vous avez pu poser lors de votre inscription. Et du coup, il y avait est-ce qu'on ne tourne pas trop en rond parfois avec du coup le management collaboratif? Répète la question parce que j'étais en train de lire ce qu'il y avait dans le chat. Du coup, Pas de souci. Du coup, c'était est-ce qu'on ne tourne pas trop en rond à cause du management collaboratif parfois? bah si, on tourne tout le temps en rond vu qu'on fait des tours de cercle. Donc, oui, si on n'aime pas être assis en cercle et ça va pas le faire. Alors, tourner en rond, si. Si, ça fait partie d'ailleurs de. Il y a une formation, par exemple, que je donne qui se donne pour devenir facilitateur et accompagnateur du changement, facilitateur en intelligence collective, qui se donne sur 8 week-ends de 2 jours. Donc, c'est vraiment long, 16 jours, pour vraiment plonger dedans. Et en fait, les gens sont d'une inefficience, une inefficacité parce que au début, ça avance vite, et puis ils sont là tous à se dire, OK, il faudrait peut-être... il y a une sorte de bienveillance un peu choudoudou, consensus mou de nouveau, qui fait que ça tourne en rond, on n'ose pas se dire les choses, et on passe de ce truc, souvent cette croyance de... oui, passer j'étais un individu, de ma personnalité, à se fondre dans le collectif, et donc je n'ose plus rien dire, je vais un peu mouton de panure, je suis les choses, et donc ça tourne en rond, et ça n'avance pas. Donc on dit souvent, pour avoir un collectif fort, il faut un je fort, donc des personnes qui s'assument, qui disent les choses, qui disent leurs besoins, qui disent quand ça ne va pas, il vaut mieux même parfois, moi je préfère en tant que facilitateur entendre quelqu'un qui me dit non que quelqu'un qui me dit oui. Parce que c'est facile de dire oui, c'est plus compliqué de dire non, il faut pouvoir argumenter, on se positionne du coup, on prend un risque. Et dans les organisations, souvent on est jugé, on est dans les équipes et tout ça, si on sort un peu du lot, on est vu de vue comme l'emmerdeur ou autre. Là, les outils de gouvernance collaborative, c'est justement valoriser les emmerdeurs et leur laisser une place. Parce que souvent, en fait, ils canalisent des infos ou un angle de choses qui n'a pas encore été vu. Et donc c'est assez intéressant de leur donner la parole. Et oui, il y a on tourne beaucoup en rond, au départ en tout cas, et si c'est bien accompagné, on peut en sortir, parce que les gens ne comprennent pas, les gens argumentent, les gens en fait rentrent dans un débat d'idées, et plutôt que... Il y a un adage, une expression qui dit on nourrit le centre en intelligence collective en gouvernance partagée. Donc l'idée, c'est pas de... Donc comme on est tous au cercle, chacun dépose au centre et chacun va venir chercher au milieu ce qui fait écho en lui et ce qui le fait avancer pour pouvoir nourrir le centre à nouveau. Donc on évite en fait de se parler au-dessus du centre, donc de commencer à rentrer dans des discussions entre deux personnes. Donc là, déjà, on tourne en rond. Puis, ce qui permet de ne pas tourner en rond non plus, c'est de répondre aux questions qui sont posées. Et donc, en réunion, c'est tout con, mais ça m'arrive toutes les semaines de devoir recadrer ça. J'ai des gens qui... Parce que qu'est-ce que c'est un point que j'amène dans une réunion? Si j'amène un point... Déjà, qu'est-ce que c'est une réunion? C'est le seul moment où on est en équipe. Donc, quand on parle de travail d'équipe, c'est le travail en fait en réunion. À part les team building et autres, où on fait un paintball dehors, on mange une raclette ensemble, mais sinon, les moments d'équipe sont dans les réunions. Et du coup, si j'amène un point en réunion, c'est que j'ai un besoin. Sinon, à quoi ça sert d'amener un point? Et donc, si j'ai un besoin, je formule une demande. Et souvent, les gens sont là, ouais, ça va pas, boum. Et je dis aux gens, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton ça va pas en classe passée, comité de gestion? Et une des directrices dit, ça va pas dans mon département, il faut faire quelque chose. Super, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton point? Déjà, c'est quoi ton besoin là? Qu'est-ce que tu veux là? Est-ce que des premières questions, est-ce que toutes les personnes qui sont ici autour de la table sont concernées? Ah non, en fait, ça concerne que la responsable du planning, qui est la responsable financière. Ok, mais pourquoi tu amènes ça dans cette réunion-ci? Hop, déjà, ça c'est sorti le point. On n'a plus besoin de le traiter, donc on avance plus. Et puis après ça, autre point qui arrive. Ok, très bien, ça va pas, super. Qu'est-ce que tu veux de nous? Est-ce que tu as une question à nous poser? Est-ce que tu as besoin d'une information? Tu veux nous informer? Tu veux nous demander notre avis? Donc chaque fois, c'est quel est le besoin? Comment est-ce qu'on peut y répondre? Ok, tu as une question à nous poser? C'est quoi ta question? Super.
On fait un tour de cercle. Est-ce que ça répondait à ta question? Oui, ok, point suivant. Et donc, ça permet en fait d'être beaucoup plus cadencé et beaucoup plus rigoureux et d'avancer beaucoup plus vite. Donc oui, c'est facile d'aller en rond. Et c'est pour ça qu'il y a de tourner en rond. C'est pour ça qu'il y a un rôle hyper important dans la gouvernance partagée. C'est le rôle du facilitateur ou de l'animateur de réunion qui justement est gardien du fait qu'on avance. Alors, pas toujours en ligne droite, parce que c'est pas toujours possible d'avancer en ligne droite, mais en tout cas, on avance vers notre objectif de manière efficiente, donc en n'utilisant pas trop de ressources. Merci beaucoup. Il y a Jean-Pierre qui a une question. Je t'en prie. Oui, merci Quentin pour ces infos. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà vu assez souvent dans des entreprises une sorte d'hybridation entre un management assez classique et un management avec gouvernance un peu partagée? Et si oui, quels sont les avantages et les limites que tu as pu en voir? Merci Jean-Pierre. Je crois que je le vois à toutes les boîtes en fait, parce que gouvernance partagée et tout ça sont des termes assez génériques et management participatif aussi, donc tout le monde les utilise et parfois sans connaître trop les limites et autres. Après ça, il y a des modèles comme la sociocratie, l'holacratie, encore plus précis, qu'on peut implémenter tel quel. Je déconseille d'implémenter tel quel d'ailleurs, parce que c'était le modèle d'une organisation à un moment donné qui fit avec une culture, qui fit pas spécialement avec toutes les cultures, donc à adapter à son entreprise, à son contexte. Et oui, la plupart des boîtes sont dans un chemin, déjà commence, il faut voir d'où elles commencent, un management très directif et volonté d'aller vers ça. Le restaurant que j'accompagne, par exemple, les patrons en avaient ras-le-bol, ils en rachètent un autre, ils font x4, et donc ils se sont dit, en termes de personnel, donc ils se sont dit, on va tout changer, mais on va sortir de cette logique d'avant, très directive, très hiérarchisée de la restauration, et d'aller dans un truc qui nous ressemble plus. Et donc là commence le chemin, mais c'est pas du jour au lendemain qu'on va dire à un commis de cuisine ou un plongeur, écoute, maintenant tu t'assieds en cercle avec les autres commis et tu décides des trucs, parce qu'en fait il a juste pas été habitué à ça. Donc il est paumé en fait de faire ça, et j'ai déjà vu le cas dans d'autres endroits. Faire ça en fait c'est paumer les gens et en fait les mettre en panique, parce que toute leur vie en fait ils ont suivi, ils n'ont pas pris d'initiative, et en un coup on leur dit voilà, tu as le champ libre, définis tes objectifs, fais comme tu veux, tu t'auto-organises, tu dois acheter une machine, tu te l'achètes. Ouais, c'est un peu trop ambitieux, et ça peut se planter. Donc, beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, la plupart, moi, en tout cas que je connais, même dans celles que j'accompagne, il n'y en a aucune que je dirais elle est à 100% dans ce qu'on pourrait lire, par exemple, dans Lalou et dans Reinventing Organization. Et même Reinventing Organization, il a été prendre certains, parfois, départements d'une boîte qui fonctionnait comme ça, ou certains aspects. Donc, si on prend la mosaïque du tout, on a une entreprise qui paraît géniale, mais il n'y en a aucune qui fonctionne à 100% comme ça dedans. Il y en a même qui ont mis en place certaines choses et qui ont fait marche arrière depuis, parce qu'il y a eu un changement de patron ou autre. Et donc oui, c'est commun d'avoir un hybride, parce qu'on avance de quelques pas. Et moi, je préfère toujours dire, il vaut mieux avancer d'un pas et de faire bien les choses que de vouloir avancer de 10 pas, et puis après se rendre compte, en fait, quand la tempête arrive, qu'on fait 20 pas en retour, aller en arrière, et à nouveau, partir des besoins des gens, partir de ce qui est vivant, partir de ce qu'on pourrait optimiser, leur demander, et y aller par petites choses. Et puis de temps en temps, tiens, on aimerait changer le système des évaluations, faire un truc qui est un peu plus soutenant, et sortir de ce rapport un peu parents-enfants ou élèves-professeurs quand on est évalué, et faire ça plus entre pairs avec le manager, mais dans un truc où on s'auto-évalue les uns les autres. Voilà, alors on amène une technique et ça fait évoluer les choses, et puis du coup ça donne envie d'aller un peu plus loin, donc voilà, ça chemine. Il n'y a pas un chemin qui est pareil par organisation. Je commence toujours en tout cas par clairement les besoins et la mettre en mouvement, ou potentiellement parfois, si c'est pas clair, par redéfinir le cap, donc vision, mission, valeur, pour qu'il y ait vraiment un truc mobilisant, inspirant, qui donne envie d'aller vers et mettre les choses en place. Est-ce que je réponds à ta question, ou tu as une sous-question derrière ta question qui... Non, je jouais pas en direct, c'était tout à fait direct comme jeu. Merci. Merci Jean-Pierre. Du coup, merci beaucoup Quentin. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer à la conclusion. Et du coup, j'invite Colm à prendre la parole. Tu n'avais plus de questions dans les c'est des questions... croustillantes il y en a idée, mais au final, elles ont été assez bien répondues parmi les différentes discussions qu'on a eues. Que je vois pas
la pertinence. Il y avait peut-être des affirmations qui étaient intéressantes comme optimiser le bonheur de son équipe, un concept qui me laisse dubitatif. Ouais, alors là, il y a un nouveau terme à la mode, c'est le Chief Happiness Officer, responsable du bonheur de ses collaborateurs. C'est une ineptie parce qu'on ne peut pas être responsable du bonheur d'un collaborateur. On peut être responsable de créer des conditions épanouissantes et autres, mais Chief Happiness, ça veut dire qu'on est mesuré sur le bonheur, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, c'est plutôt des rôles c'est intéressant et important de mettre des rôles qui vont se poser la question, qu'est-ce qui crée un contexte où les gens vont être épanouis et autres, et qui mettent ces choses-là en place. Donc voilà. Et il y avait une question là dans le chat, est-ce que c'est une obligation de se mettre en cercle? Non, on se met comme on veut, en pyramide, en truc, en carré, en table et autres, mais le cercle permet une chose, c'est de se voir tous, donc créer des conditions d'égalité, d'échange aussi. Et le cercle a un avantage pour l'intelligence collective, qui est ce but d'avancer quand même dans la même direction, c'est de regarder dans la même direction. Parce que quand on a un cercle, on regarde tous vers le centre. On regarde tous le milieu. Et souvent, le centre même, je prends une peluche. J'ai la mienne ici pour ceux les entreprises qui n'en ont pas. J'amène une petite mangue, qui ressemble plus à un citron. Et je la mets au centre et je leur dis qu'est-ce que ça représente, ce truc-là. Je dis, je sais pas, tu fais du marketing de ta boîte, parce que ma boîte s'appelle Mango de Châtelain, donc tu me manques. Je dis non, le but n'est pas de vendre ma boîte ici, c'est plutôt de se rappeler en fait qu'on est là pour une chose, c'est la vision, la mission, les valeurs, donc avancer vers nos objectifs. Et on est tous là au service de ça. Donc tout ce qui est fait qui ne nous fait pas avancer dans cette direction-là, ne sert à rien. Donc le cercle permet ça. Et parfois c'est un fer à cheval ou un ovale ou une sorte de patate un peu bizarroïde parce que la salle ne le permet pas. Mais en tout cas, je sais dans la mesure du possible, si vraiment c'est une réunion de travail, on a besoin des PC et autres, mais sinon, à mesure possible, sans PC qui crée déjà une distance physique entre les gens, et sans table qui crée aussi de la distance et donc qui ne permet pas aux idées de circuler de manière optimale. Et tu as des gens qui lèvent la main. Ouais, exactement. Du coup, il y avait Véronique qui levait la main juste avant Mathilde. Du coup, Véronique, je t'invite à prendre la parole. J'ai juste j'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai un peu l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours. Dans la vie, il y a des meneurs et il y a des suiveurs, quoi qu'on fasse. Donc, c'est quoi le travail? Que les suiveurs deviennent des meneurs ou que les meneurs laissent la place aux suiveurs? Comment vous voyez la chose? Alors, c'est là que je te rejoins tout à fait, Véronique. Souvent, pas mal de patrons, du coup, se disent on va tous égaux, et les meneurs et les suiveurs, en fait, on va faire tous la même chose et mener le bateau ensemble. Et en effet, dans les traits de caractère et dans la personnalité des gens, oui, il y a des gens qui sont plus meneurs, d'autres plus suiveurs, et donc l'idée, c'est de les mettre à la bonne place. Mais d'éviter que le meneur, en fait, prenne trop de place et n'écoute plus parce que le suiveur, c'est pas parce qu'il suit qu'il n'a pas d'idée et qu'il n'a pas une opinion qui peut être utile ou peut-être une autre manière de penser, parce que souvent, ce sont les meneurs qui mènent. Si les organisations font appel à moi ou à des profils comme moi de coach organisationnel, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et elles sont souvent menées par les meneurs. Et donc, aller écouter les suiveurs, ça permet d'ouvrir un peu le champ des perspectives. Et en effet, le but, c'est pas d'être dans un... Non, on me fait souvent la remarque, mais c'est un truc de bisounours. Non, le but, c'est de... Tous ces processus-là peuvent faire penser à du bisounours, dans le sens qu'on est assis en cercle, il y a de la bienveillance, etc., mais sont ultra utiles pour en fait créer un contexte où chacun va pouvoir s'exprimer et trouver sa place. Et parfois, en fait, quelqu'un est un suiveur, parce qu'on lui a toujours dit que c'était un suiveur et on lui a jamais permis, et l'éducation ne nous stimule pas trop, ou les carcans familiaux parfois, ou plein de choses ne nous stimulent pas trop à prendre notre place. Et en fait, quand on les écoute, ils se révèlent et ils deviennent des meneurs naturels. Et donc oui, quand on parle d'intrapreneurship, par exemple, c'est l'idée d'avoir de plus en plus de personnes qui vont mener, être créateurs de leur chemin dans l'organisation. Et donc là, il n'y a plus de meneur ou de suiveur, il y a chacun qui mène sa vie à son échelle. Et un, c'est à l'échelle de toute la boîte, il est connecté à la vision, il emmène tout le monde, c'est le capitaine du bateau. Et l'autre, c'est à l'échelle de son rapport avec le client, et il prend des initiatives et il résout les choses plutôt que de renvoyer les patates chaudes vers le haut, vers le management, et que quelqu'un décide à sa place. Parce que donc, les entreprises... Pardon, continuez.
Donc oui, je disais, ça responsabilise un peu plus, voire beaucoup plus certains. Et donc oui, un des effets secondaires de ce genre d'intervention, c'est que il y a toujours l'un ou l'autre collaborateur qui potentiellement va quitter l'organisation parce qu'il ne va pas se retrouver là-dedans. Il préférera retourner dans une boîte voilà, où il a toujours connu, où il peut suivre les choses, faire son 9-4 heures et râler sur le patron à chaque fois et rester en mode victime non responsable. Et voilà, jusqu'au jour où il aura peut-être envie d'évoluer parce que ça ne le satisfait plus et du coup il trouvera une entreprise qui fonctionne comme ça. Donc il y en a pour tout le monde et puis oui, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que les entreprises avec lesquelles vous travaillez sont relativement jeunes, alors si je comprends bien. Jeunes en âge ou jeunes les collaborateurs? De jeunes entreprises qui ont ouvert il n'y a pas très longtemps, parce que j'entends dans le management patriarcal, c'est un peu compliqué d'avoir du management collaboratif. Ça dépend. Non, moi j'ai certaines entreprises là maintenant, là où je vais demain par exemple, c'est une boîte internationale de publicité, ça fait plus de 40 ans qu'ils existent et ils sont là c'est le management qui a changé, le CEO d'avant n'était pas du tout pour ces trucs-là, le nouveau CEO a hérité d'une organisation où en fait les gens se plaignent et sont pas bien, et du coup il a envie de faire quelque chose. Donc ça n'a rien à voir avec, ça peut être une boîte qui a 200 ans, qui a envie de se remettre en question. Et parfois même, ce sont les anciennes entreprises familiales ou autres, qui ont vraiment une histoire, qui ont envie de se réinventer, qui ont des chouettes valeurs parce qu'elles ont tenu tout ce temps-là. Et donc, elles utilisent ces valeurs comme levier pour se réinventer. Et certaines nouvelles boîtes, oui, si c'est des boîtes un peu... parce que c'est très à la mode maintenant, et les jeunes, en tout cas les jeunes générations, commencent de plus en plus à être baignées directement par ça, ou vouloir plus d'autonomie et autres, et donc managent leurs entreprises comme ça, et donc ça bouge de tous les côtés. Donc il n'y a pas de conditions nécessaires, juste de la volonté à un moment donné d'un dirigeant de le faire. Ok, merci. Merci à toi. Alors Mathilde, du coup. Oui, alors moi, ma question, c'était par rapport à ton expérience personnelle. Donc, tu disais que tu travaillais pour ArcelorMittal en tant que chef de projet. Moi, j'ai un peu le même profil. Donc, je travaille dans un gros groupe très technique. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu as réussi à mettre en place des outils déjà quand tu étais en poste? Ou est-ce que tu te serais imaginé rester pour changer de l'intérieur ce genre de boîte? Alors chez ArcelorMittal, c'était le tout début, quand je commençais un peu à découvrir ça. Ça faisait 1 an que je baignais dans l'intelligence collective, donc oui, je me disais, on pourrait déjà faire des réunions. Déjà, arrêter de faire des trucs bullshit, de planifier pendant 2 mois un projet qui va durer 2 ans et de se rendre compte quand il démarre que le plan, il est déjà changé. Donc, les premières questions que je pose, ce que j'amène dans la plupart des entreprises que j'accompagne, c'est se poser les bonnes questions et challenger les processus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si on me répond, on a toujours fait comme ça. Pour moi, il y a déjà une alerte rouge qui s'allume et donc je challenge. Après, dans d'autres, j'étais comme manager chez Cisco dans le dernier boulot de salariat. Là, je commençais à être rodé, je faisais ça même en complémentaire. Et du coup, dès que je parlais avec un manager à la cantine à midi d'un autre département, je lui disais ce que je faisais, il me disait, tiens, j'ai un tel workshop ou telle chose à animer et j'aimerais le faire un peu avec ces outils-là, ou qu'est-ce que tu en penses? Et donc, je faisais un peu du consulting en interne, là, jusqu'au jour où je faisais ça 1 heure, 2 heures à gauche, à droite, où un manager m'avait demandé, tiens, est-ce que tu peux venir animer une retraite de 2 jours? Moi, ça m'excitait à mort et c'était cool. Et en plus, j'aurais appris des trucs par rapport à mon boulot de vente, donc j'étais gagnant. Mais ma manager m'a dit, Quentin, t'es un vendeur, t'es pas un RH. Et du coup, là, ça a été le début de la fin, entre guillemets, de me dire, dans les entreprises, si en fait on me cantonne à une job description qui est la vente et que je ne peux pas faire autre chose alors que ça m'épanouit, ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, on parle maintenant des entreprises, on passe d'un modèle de job description où tu es engagé comme project manager, comme manager, je ne sais pas quoi, à une gestion par rôle où tu peux très bien faire un peu de finance, un peu d'RH, un peu de compta, un peu de... Et dans le restaurant que je fais, il y a un gars qui, il était commis. Et puis, il kiffait en faire l'informatique. Du coup, il est commis, mais il gère aussi le réseau informatique. Il fait mi-temps, mi-temps. Pourtant, il est engagé comme commis. Et dans une boîte normale, il n'aurait pas pu faire ça. Et faire un peu des deux. Et puis, il y en a un ce matin, on l'a mis comme coach relationnel en plus, parce qu'en fait, il est responsable logistique, mais il voit tout le monde grâce à ça. Et du coup, on lui met un rôle en plus, qui est plutôt lié à la RH.
Donc c'est se poser la question déjà, si tu connais un peu, si tu veux vraiment implémenter de la gouvernance partagée, connaître déjà un peu ce que c'est, donc peut-être potentiellement te former à ça. Et je sais que ma manager à l'époque disait, c'est une réunion par mois d'équipe et chacun la facilite à tour de rôle. Et donc comme c'était à moi de la faciliter, je me suis fait une joie de leur mettre tout le package de ce que je connaissais. Et là, ils m'ont pris un peu pour un bisounours, mais c'est pas grave. Parce que une population de vendeurs un peu cyniques, et un peu macho comme ça qui menacent la ramener quand on les assied en cercle et qu'on leur demande de raconter une histoire, j'en sais rien, ou un truc qui les a touchés dans la semaine écoulée, ils te regardent avec des grands yeux, genre pourquoi ils sont où les chiffres quoi. Donc voilà. Mais pour moi, c'est d'abord s'inspirer à l'extérieur et puis petit à petit voir et challenger les choses. Mais si tu as un management qui te dit fais ça et tais-toi, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, il vaut mieux que tu trouves plutôt une PME ou un truc où tu seras plus facilement une responsabilité d'organiser toi-même les choses et de t'amuser plus. Ça répond à ta question. Cool. Et du coup, bon chemin. Hein. Ah, merci, non, mais j'ai reconnu certains des outils dont tu parles. Je pense que mon manager, il a eu des formations, il en utilise. C'est un peu quelque chose d'hybride, je pense. Mais ma question, c'était aussi quand tu bosses sur des trucs hyper techniques où tu es censé avoir tu vois, des connaissances bien précises, où du coup, c'est vraiment très chiffre, très mécanisme, etc. Et très. Ouais, où tu as vraiment un cheminement logique. Et c'est parfois un peu dur de mettre de l'émotion, du ressenti, des choses comme ça. Enfin, de mélanger un peu les deux, parfois, c'est assez compliqué à faire, je trouve. Sans passer pour, voilà, je veux faire copain-copain avec tout le monde ou je suis un bisounours. Ouais. Après, sur des trucs très purement cartésiens et autres, voilà, c'est des équations, des choses à mettre en place et c'est de la logistique pure. Il n'y a pas spécialement besoin d'aller mettre de l'émotion, de tiens, le camion, quand je le vois, je suis touché et je suis ému, inspiré. Ça, c'est pas le but non plus et c'est là qu'il ne faut pas basculer dans un truc de bisounours. Le but, à un moment donné, c'est d'avancer, de fonctionner au mieux. Par contre, là où on peut ramener un peu plus d'émotion, c'est quand une fois par an minimum, on fait un petit tour d'équipe, tiens, comment est-ce que chacun chante dans son rôle, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, comment est l'ambiance de travail, et donc se poser la question, tiens, dans quelle ambiance on veut bosser entre nous, donc ramener de l'humain derrière. En fait, vous n'êtes pas des calculatrices, vous êtes des humains qui ont des capacités de calcul, mais qui ont des émotions derrière, et donc c'est créer plutôt un environnement où vous vous sentez bien, pas absolument vouloir modifier le processus en rajoutant tête, cœur, ventre dedans, et du coup en le rendant même un peu bizarre parce qu'une machine n'a pas de cœur ni de ventre. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup du coup pour ces questions. Merci beaucoup pour cette présentation, Quentin. Et du coup, Colm, je te donne la parole. Je vais juste essayer de faire une modification pour la réunion, parce que j'ai peur qu'elle se coupe, étant donné qu'on a atteint le temps limite. Non, c'est bon. Ça change rien. On n'est Ok. pas... Ouais, sur Zoom, ça s'arrête, mais là, c'est bon. Super. Bah, du coup, Normalement, Colm, à toi la parole. j'ai souvent dépassé mes réunions, du coup. Normalement, ça reste. Et tu as survécu, bravo. Oui, j'ai survécu. Très bien, merci Nico, merci Quentin. On avait parlé au début de la conférence qu'on va faire un tirage au sort pour faire gagner un panier Valaison et un panier de produits locaux de notre région Assière. Et du coup, en fait, les gagnants sont ceux qui sont restés jusqu'à la fin dans la conférence. Je vais tirer au sort un numéro au hasard. Donc, si vous voulez, je peux même vous partager mon écran. C'est une petite folie que. En fait, je vais tirer un numéro au hasard. Donc là, il reste 10 personnes dans la conférence. Et par rapport au numéro, j'ai la liste des participants, qui n'est pas pareil pour chaque personne, si jamais. Et je vais compter jusqu'au numéro, et ensuite cette personne recevra un cadeau. Sachant qu'il y a deux personnes qui ne sont pas valables dans le vote, c'est Quentin et Nicolas, car ils recevront automatiquement ce panier comme cadeau et remerciement pour l'animation et puis la conférence. Il y a quelques boissons alcoolisées que tu pourras goûter, Quentin, je pense que tu vas apprécier. Magnifique. Alors, je vous propose de passer au tirage au sort. Numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pascal Bonvin. J'espère que le vin est bon, du coup. Ouais, j'espère que le vin est bon, parce que souvent les bons vins, on connaît
le 20. Est-ce que Pascal, tu es là? Oui, merci beaucoup. Donc, il faudra nous donner ton adresse. On te contactera par mail et tu recevras un petit panier de bienfaits locaux. Pour la suite, c'était rapide. Partager peut-être l'écran. Nico, tu arriveras à partager l'écran et la présentation si c'est bon pour toi Oui, bien volontiers. à partir des podcasts. Ouais. Alors, tac, tac. Moi, ça joue comme ça, c'est pas en plein écran. Yes, parfait. Ça me va très bien. Super. Alors, donc, comme vous savez, peut-être dans Biblio, on fait aussi beaucoup de podcasts sur différentes thématiques. On sort des podcasts de manière bimensuelle. On est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Et demain va sortir le nouveau podcast sur les équipes virtuelles, qui est un nouveau modèle d'organisation. Est-ce que c'est un nouveau modèle d'organisation viable? On l'a fait avec un nouveau matériel qui a coûté un peu d'argent. Du coup, ça serait sympa que vous l'écoutiez pour tenter de le rembourser. Mais l'idée, c'est que je vous transmette en fait le lien dans le chat. Et on se lance aussi sur un modèle un peu plus visuel avec un lien vers YouTube. Du coup, vous pourrez aussi nous retrouver en visuel. Et demain, il sera disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, etc. Et dans ce podcast, on parle justement de cette nouvelle tendance des équipes virtuelles. Est-ce que c'est possible de travailler en équipe virtuelle? Quelles sont les conditions, les limites? Quel est le rôle du leader? Et c'est toutes des thématiques qui sont abordées pendant ce podcast. Mais je voulais aussi vous introduire la prochaine conférence de Biblio, car on enchaîne assez vite. On se revoit le mercredi 16 juin à 17h15 avec le docteur Étienne Collignon, qui est l'auteur de 2 livres. Donc, un livre qui est ici, donc les équipes apprenantes, on ne voit pas forcément bien à cause du focus, et un jeu aussi. Et l'idée, c'est que vous pouvez, en participant à cette conférence, aussi gagner ce livre et ce jeu de manière aléatoire. Je vous mets les liens d'inscription dans le chat maintenant. Et du coup, on pourrait se retrouver le mercredi 16 juin, 17h15, pour parler des bases de l'équipe apprenante. À savoir que le format sera une présentation, une courte introduction, mais aussi un workshop où on travaillera en équipe sur la thématique. Donc voilà, pour moi, c'était un peu la fin de la conférence. Je laisse quand même Nico terminer sur ces 2 slides pour remercier nos sponsors. Et puis ensuite, on pourra se quitter dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous. Voilà, donc merci beaucoup encore une fois au Technopôle qui sponsorise du coup l'organisation de ces conférences et Colm, moi-même, ainsi que d'autres personnes qui étaient présentes lors de cette conférence faisant partie de l'association Biblio qui organise justement des conférences, des podcasts et diverses activités pour partager du savoir.